Bonjour de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, où il ne se passe toujours rien. Voilà, hein, on a beaucoup d'alertes de drones, mais on ne voit rien actuellement. Et puis bonjour de France, où Claude Janvier, lui, a une moins bonne connexion. On le voit, hein, il y a beaucoup de petites coupures, moins bonne connexion Internet qu'aux Émirats en guerre. Comment vas-tu, Claude? Eh ben, écoute, ça va. J'espère que toi aussi à Dubaï. Ah non, bah oui, les connexions Internet, tu sais, des fois en France, c'est pas terrible. En plus, je sais pas. Depuis deux Ah, jours, ils m'ont supprimé le téléphone dans le patelin où je suis. Plus de téléphone, plus d'internet. Obligé de prendre ce dans la voiture et d'aller travailler à 10 kilomètres de là dans la bagnole. Bon, c'est le voilà. progrès. On n'arrête pas le progrès. Vive la Et la 5G! France, voilà. Bienvenue, bienvenue en France. Alors les amis, dans cette émission aujourd'hui, 100% janvier, 15e épisode, Claude, tu nous as fait une petite revue de presse. Alors on va parler de plein de sujets. On va parler d'Iran, bien entendu. Tu as envie de revenir aussi sur la liste par pays et par CSP, par catégorie sociale professionnelle, des gens qui sont listés dans la Epstein List. Tu vas nous parler aussi du Conseil de la paix et de Marco Rubio qui notamment admet qu'Israël a obligé les USA à entrer en guerre contre l'Iran. Tu vas nous parler de l'exil doré en Floride du Netanyahou, alors j'imagine ses fils, Ouais, Yair Netanyahou. oui, oui, Hein, c'est le junior. voilà, Junior. Et puis après, on va parler un petit peu de la maladie de Lyme. Donc là, Ouais. tu vas lever un tabou ou un secret. Et puis enfin, on parlera un petit peu, vous le voyez sur cette vignette, c'est le décor qui est derrière ton visage. On va parler d'Antarctique, cet endroit qui est le futur Eldorado économique, et puis peut-être le futur champ de bataille et diplomatique, et peut-être plus, si affinité. Ouais, Allez, ouais, ouais. euh, en attendant, on va commencer justement par l'Iran. Tu voulais revenir faire un point rapide sur le manque de neurones des États-Unis et d'Israël dans leur entêtement à combattre les Perses. Absolument. Ben, alors déjà, je voudrais quand même apporter mon soutien inconditionnel au peuple iranien qui en ce moment quand même souffre. En plus, ils ont incendié bombardé plutôt les Américains et les Israéliens ils ont bombardé les raffineries donc de pétrole. Téhéran est donc sous une chape de nuages noirs, grisâtres, nocifs, parce que c'est du pétrole brûlé et c'est gras et malheureusement ça intoxique énormément la population. Ça veut dire que les bronches, bah, malheureusement, ne sont pas épargnées et il y aura malheureusement des séquelles dans les mois à venir, c'est clair. Une personne, une personne ne peut pas être exposée à ce genre de pollution sans en subir de toute façon des dommages. Mhm. Donc Oui, déjà, et les paysages sont apocalyptiques, hein. c'est apocalyptique. Mhm. Et c'est à l'image de ce que les Américains font à chaque fois qu'ils passent, hein. On se souvient quand même le Vietnam. Le Vietnam, je sais que c'est loin pour certains de nos amis internautes qui n'étaient certainement pas nés à l'époque, mais le Vietnam, c'est terrible, hein. L'agent orange que les Américains ont déversé, polluant un peu tout, les tonnes de bombes. Et on en retrouve toujours d'ailleurs des mines antipersonnelles que ça soit au Laos, au Cambodge et au Vietnam, hein. Il y a encore des enfants aujourd'hui qui malheureusement tombent sur une mine et qui malheureusement se font sauter et s'ils restent en vie, souvent c'est avec une jambe en moins, un bras en moins. Enfin, les Américains, quoi. Les, les shérifs de la planète. Alors, sur Oui, l'Iran, effectivement. le napalm n'était pas, je veux dire, militairement une obligation. Ah bah pas Soyons du très tout. clairs. Hein, Ah mais pas du tout. je me souviens de ce film qui est un film magistral qui s'appelle Apocalypse Now. Alors, Ouais. c'est un film un peu vieux. Bon, voilà. Tu as raison Non, de non, se mais souvenir de ce qu'est une intervention militaire américaine dans un pays dit hostile. Voilà. voilà, c'est toujours super sympa. Et en plus, les Américains, eh ben, ils ont perdu au Vietnam. Eh ben, ils ont perdu. En plus, ils ont trouvé le moyen de perdre. Eh ben, tu as tout ça pour ça. Ah, mon Dieu. Ben, je leur souhaite la même chose, tiens, de toute façon, avec l'Iran. Je leur souhaite de perdre, ça c'est clair. Autant aux USA qu'à Israël, d'ailleurs. Je Alors, m'attends pas. USA et Israël, sur le dossier Iran, on n'a pas les mêmes objectifs des deux côtés. C'est-à-dire que Oui, l'Israël a c'est une vrai.
depuis plus de 40 ans de Benjamin Netanyahou de détruire l'Iran quoi qu'il arrive. C'est Ouais, son objectif. C'est son objectif phare depuis plus de 40 ans maintenant. Côté américain, eh bien, ça a été très clairement annoncé finalement par Lindsey Graham. Le Venezuela plus, c'est une équation mathématique, hein, Venezuela plus Iran égale 30% des flux de pétrole mondiaux. Donc voilà, c'est c'est ça. 30% pour les Américains. C'est ça, c'est mathématique. C'est ça, c'est mathématique et c'est aussi affaiblissement d'un pays membre important, d'un pays important, membre des BRICS, Oui. l'Iran. Et donc, et bien évidemment, ça rentre tout à fait dans la politique délétère américaine. Alors, je suis tombé sur un petit journal qui s'appelle Petit journal, non, il devrait d'ailleurs, c'est un grand journal pour moi, mais pas très connu, qui s'appelle Morpheus, édité par un Mhm. monsieur qui s'appelle Frédéric Morin, et il a des analyses excellentes. Et sur l'Iran, effectivement, il a écrit un éditorial qu'il m'a envoyé, et j'ai trouvé son éditorial admirable et je vais le commenter et le lire ici. Donc, l'Iran, il faut des neurones pour combattre les Perses. Déjà, j'aime bien le titre. Ne soyons pas naïfs. Objectivement, l'Occident se moque de l'extermination de centaines de milliers d'Iraniens sous les bombes américaines et israéliennes. Alors imaginez que l'Amérique entendait venir en aide à des forces démocratiques iraniennes relève de l'inanité. Déjà, c'est très clair et c'est quelque chose que je partage totalement. Ensuite, il continue, il dit voilà, et il a raison, l'assassinat du maître spirituel des chiites, c'est-à-dire Ali Khamenei, un homme de 86 ans d'ailleurs, en fin de vie, c'est clair, a enflammé le Moyen-Orient. Ça veut dire que ce qu'ils ont oublié, les Américains et même les Israéliens, c'est qu'il y a 350 millions quand même de musulmans chiites dans le monde et qui sont en train de s'insurger, euh, que l'on ait assassiné leur leader spirituel et religieux. Donc déjà, pas bon. 350 millions quand même, c'est pas juste 10 millions hein, de personnes. Donc c'est vraiment une guerre religieuse qui a été déclenchée, euh, effectivement contre l'Iran, et aussi une guerre économique. En plus, chose qui était complètement incroyable, c'est que l'ayatollah Khamenei était opposé à toute fabrication d'armes atomiques. Donc avoir voulu attaquer l'Iran sous des prétextes fallacieux de bientôt ils auront la bombe atomique et blablabla, bla, 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 c'était de toute façon totalement faux, puisque Ali Khamenei avait donc écrit, par une fatwa d'ailleurs, que impossible de fabriquer donc bombe nucléaire. Donc, on ne pouvait pas être plus clair. Donc, en plus, il y a une méconnaissance totale de la part de l'Occident de ce qu'est l'Iran. L'Iran, c'est aussi bien son organisation politique, religieuse, militaire et constitutionnelle, c'est incompréhensible pour un occidental qui n'étudie pas à fond ce pays. C'est ça, ce pays agrège aussi bien le zoroastrisme que les communautés juives iraniennes. Donc, ce qu'il faut comprendre, on est très loin, mais vraiment très très loin d'une dictature islamiste caricaturale qui va massacrer sa population non musulmane. Ça, c'est totalement fake news, pour employer les termes à la mode. Ou c'est Donc, propagande pour justifier dans les plateaux télé, dans les médias, justifier le compte du bien. bah, absolument, c'est ça. Donc, alors en fait, il pensait, je pense que Trump pensait, ou pensait pas d'ailleurs, que ça allait être réglé en 24 heures. Bah non, ça va durer longtemps. L'Iran, donc de toute façon, a le droit totalement de se défendre, hein. C'est quand même un pays qui a été attaqué contre l'aval du Congrès d'ailleurs américain. Donald Trump l'a fait de sa propre initiative. Donc déjà, Donald Trump, son élection des midterms, quick, il peut se la mettre. Bref, je vais rester poli, mais il va la perdre. Donc déjà, s'il pensait avoir gagné, là, il a tout perdu. Mais vraiment, il a tout perdu. Il joue mal et c'est dommage. Il aurait pu jouer bien. Il Mm. avait toutes les cartes en main pour jouer bien et il l'a montré sur certaines formes. Hein. On ne va pas tout dénigrer Donald Trump. On va l'USAID, les coups de pied dans la fourmilière, les financements de l'USAID, etc. Il est contre le wokisme, contre le LGBTQ+, etc., etc. Ça, c'est les points positifs. Il s'est fait élire en tant que président de la paix. Bah oui, ça a été quand même son leitmotiv.
Et depuis Ouais. qu'il est élu, bah, pan, la paix, elle a été reléguée, ma foi, très très loin. Donc, effectivement, il a perdu. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais l'histoire ne va pas retenir que les bons côtés de Donald Trump. Mmh. Voilà. Alors justement, sur les alors on va passer, sur les mauvais côtés de Donald Trump. Il y a quelque chose qui est en train d'agiter les États-Unis, là et États-Unis et Canada depuis, 2-3 jours. C'est, des vidéos, des prétendues vidéos. On va mettre beaucoup de guillemets, hein, voilà, Mm. on va se couvrir pour pas être, shadow ban par YouTube. On va mettre beaucoup de guillemets. Certaines personnes aux États-Unis, et notamment un congressman, alors il est démocrate, donc ça peut expliquer aussi certaines choses, et a pris la parole au Congrès des États-Unis pour dire que Donald Trump apparaissait sur des vidéos, notamment dans les affaires Epstein, Ouais. avec des mineurs. Je vais utiliser le mot mineur, vous comprendrez qu'on parle de mineurs, très très jeunes mineurs. En tout cas, c'est ce qui est dit. Donc voilà. Donc revenons à l'affaire Epstein, qui est une épine dans le pied de Donald Trump. Eh bien, oui, on finit par se demander, c'est peut-être pour ça que ce dossier avait du mal à sortir. De toute façon, ce dossier, il fallait qu'il sorte. Mm. Avec l'aval ou pas de Donald Trump, puisque de toute façon, ça avait commencé à être découpillé à partir du moment où Mm. Jeffrey Epstein s'est retrouvé en prison, à partir du moment où il a été retrouvé suicidé, entre guillemets, et où sa complice est toujours en prison. Il est bien évident que cette affaire, à un moment donné, fallait qu'elle explose. Alors, je suis tombé sur une enquête, pour une fois assez exhaustive. Bon, il n'y a pas tout, hein, mais il faut le saluer de temps en temps, d'une presse mainstream en France, bah oui, Ouest France, quand même, je vais le nommer, je vais nommer la source, qui a listé Ce qui avec. est pas rien, hein, Ouest France, c'est le premier journal en tirage français, hein, sauf erreur de ma Oui, part. oui, oui, C'est oui, le oui, plus oui, gros oui, ça tirage. tire. On n'est quand Oui, même oui. pas dans le petit canard de Non, quartier. oui, non, c'est pas le canard qui doit se trouver à Perpignan. Enfin, j'ai rien contre Perpignan, mais c'est voilà, on n'est pas, on est dans un grand tirage. Donc en fait, ils ont fait ils ont listé. Ils ont Mm. listé par pays et par catégorie les gens qui, pour l'instant, sont impliqués. Ça représente toujours un peu le sommet de l'iceberg, pardon, mais ça, on commence à y voir un peu plus clair. Alors, rapidement, s'il y a mis internaute, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur West France et puis regarder cette enquête d'Epstein, vous allez la trouver, hein. Alors, rapidement, les complices et associés d'Epstein, bon, il y a Ghislaine Maxwell, hein, que je ne vais pas présenter. Il y a aussi derrière Leslie Groff, assistante exclusive principale. En dessous, enfin, à côté, il y avait Jean-Luc Brunel, agent de mannequin français. Donc, quand Emmanuel Macron nous disait, oui, c'est une affaire qui concerne que l'Amérique. Oui, oui, oui. Enfin, je vais y revenir. Et ensuite, en dessous, il y avait Darren Indike, un avocat personnel, et Richard Kahn, un comptable américain. Ça, c'était les complices et associés d'Epstein, c'est le haut du panier. Il y en a d'autres, hein, on est d'accord. Les personnages politiques impliqués. Bah, il y en a quelques-uns quand même. Il y a le Bill Clinton, avec son épouse Hillary, qui disait qu'elle avait rien à voir avec Epstein et qu'elle l'avait jamais connu. Bon, bref, il y a d'innombrables photos montrant Hillary, justement Hillard, avec Jeffrey. Bref, il y a donc Donald Trump, effectivement, l'actuel président américain, puisqu'il sort, et tu viens de le mentionner dans les fichiers, donc il y a quelque chose là qu'il va falloir creuser. Il y a Ehud Barak aussi, l'ancien premier ministre israélien. Il y a Miroslav Lajkak, pardon, un ancien diplomate slovaque. Et il y a Howard Lutnick, un secrétaire américain au commerce. Ça, c'est les principaux personnages politiques. Mais il y en a d'autres, hein. Là, je suis en train de parler des Des personnages, têtes d'affiche. des têtes d'affiche. Voilà, les têtes de gondole. C'est ça. Voilà. Après, on a quelques stars du show business qui sont ressortis. Le redoutable Woody Allen, qui m'avait l'air bien à la colle avec Epstein. Mm. Michael Jackson, le feu américain, chanteur américain décédé, feu Jackson. Steve Teach, producteur américain du film Forrest Gump. Naomi Campbell, la mannequin américaine sulfureuse, etc. Et Chris Tucker et Kevin Spacey, ce sont deux acteurs américains. Ça, c'est le haut du panier aussi du showbiz. Ensuite, on a le scandale britannique. Ah oui, So British. Alors, So British, bah, on a l'ex-prince Andrew. Ça, je pense que tout le monde est au courant, qui est quand même le frère du roi Charles III, il faut le rappeler quand même, hein.
On a Sarah Ferguson, qui est l'ex-épouse du prince Andrew, enfin de l'ex-prince Andrew, parce qu'il a été écarté. Alors lui, il est vraiment mouillé. Hein. Mmh. À lui, pas bon, lui. Il y a Peter Mandelson, ancien ambassadeur et ministre, qui a donné sa dème, d'ailleurs, puisqu'il était dans le gouvernement de Keir Starmer. Il y a Annabelle Nelson, aussi un ex-mannequin qui est décédé en 2018. Ça, c'est le scandale britannique, le haut du panier aussi. Après, on a le volet français. Alors là, le volet français, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Emmanuel Macron nous disait ouais, c'est une affaire américaine. Oui, bien sûr. On retrouve quand même dans les têtes d'affiche Fabrice Hédan, diplomate français, Olivier Mmh. Collomb, ex-conseiller de Sarkozy, Daniel Siad, un chasseur de mannequins très connu, Frédéric Chalin, chef d'orchestre, Jacques Lang, évidemment, Mmh. l'inénarrable Jacques Lang, Et Caroline Lang, sa fille, Ariane de Rothschild, puisqu'elle fait partie de la branche des Rothschild, mais la branche française, donc européenne, Michel Hazanavicius, réalisateur. Donc mmh. voilà, ça c'est le haut du panier français. C'est toujours intéressant quand même de regarder. Alors, de la France, Ouest France est passé à la Norvège, et là, on est dans le scandale norvégien. Là, on a la princesse Mette-Marit, qui est l'épouse du prince héritier Haakon de Norvège. Nous avons Torbjørn Jagland, excusez-moi pour la Mais prononciation, tu un mais petit peu de mal, sur le nom, hein? j'ai un petit peu de mal sur les noms norvégiens, qui est un ancien Tu as premier écorché. ministre norvégien. Ouais. Et j'ai Terje Rod-Larsen et Mona Juul, diplomate et ambassadrice, et Borge Brend, qui est l'ancien patron du WEF de Davos, qui était depuis 2017. Mais il a donné sa dème récemment. Il était patron de Davos depuis 2017. Donc voilà, ça Alors, fait. Claude, Ouais. ce qu'on peut dire de cette liste, d'une manière globale, alors Alors parce que là, attends, il y a attends, effectivement, on attends, pourrait prendre attends, par pays, attends, et là, il y a du attends. monde. Mmh. J'ai juste un dernier volet, après je te cède la parole. Il y a le monde des affaires, et j'en aurais terminé Ah bah, avec ces listes. Il y a Jeff Stiley, ex-patron de Barclays, quand même. mmh, Léon Black, un investisseur et collectionneur d'art. Bill mmh, Gates, évidemment. Et mmh, Elon Musk. Voilà. Voilà un peu les listes que West France a mmh, établies. Je veux dire qui est loin, évidemment, d'avoir, on a loin d'avoir tout le monde, mais ça donne un peu mmh. ils ont un chemin de fer, quoi. Tu vois Ah, ce que je veux dire. la ligne, donc ce qu'on peut en gros dresser, c'est que finalement, il n'y a que du beau monde. Ouais. Il y a du monde politique, il y a du monde économique, il y a du monde issu du showbiz ou des arts, donc de la culture. C'est à peu près ça, quoi, finalement, le Bah oui, résumé. c'est ça. Webstein, les frères Webstein qui ont été après accusés, notamment dans le scandale MeToo, etc., étaient très proches d'Epstein. Ça ne nous surprend pas, ceci étant. Voilà, toutes les personnalités sulfureuses et qui ont eu des problématiques avec des histoires d'agressions sexuelles et autres, finalement, elles étaient toutes, encore une fois, autour d'Epstein. Bon, je pense si Trump se focalise un peu moins sur l'Iran, peut-être que le dossier Epstein reviendra au cœur des médias. À ce moment-là, on devrait avoir d'autres informations. On verra. C'est pas sûr parce que, comme on l'a déjà dit, pas maintenant, mais déjà avant, c'est que le système, lui, continue à fonctionner. À partir du moment où l'affaire est sortie, tu remarqueras que les médias mainstream en parlent C'est de vrai. moins en moins et je suis pas sûr, je suis pas certain qu'ils en reparlent assez rapidement. Affaire C'est à vrai que suivre. tu En as tout raison cas, de dire, tu as raison de dire que depuis que cette affaire est sortie et qui a fait ça a été un retentissement mondial, il n'y a eu que deux interpellations, et encore, je ne devrais pas dire interpellation, je devrais dire deux gardes à vue. C'était le prince Andrew, enfin ouais, l'ancien prince Andrew, et ouais. puis une autre personnalité en Angleterre, j'ai oublié qui c'était, mais ce n'était que des gardes à vue, donc ils ont été libérés à l'issue de la garde à Absolument, vue. absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, tu n'as personne en prison, personne n'a été jugé pour crime, personne n'a été jugé pour pédophilie, etc., etc. C'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire que cette affaire sort. Bon, évidemment, la presse mainstream a fustigé bientôt, c'était de la faute des complotistes si quasiment cette affaire sortait. Peut-être arrêter le délire. Après, nos médias et quelques hommes politiques se sont empoignés sur s'il fallait prononcer Steen ou Sten.
comme si on en avait rien à, en fait, on en a rien à foutre de savoir si C'est ça se clair. prononce Epstein ou Epstein. Mais en revanche, on a on voudrait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau Mm. de la torture, au niveau d'enfants, au niveau des viols d'enfants, au niveau des crimes, et on aimerait bien avoir un peu des jugements, quoi. Ça, c'est Même au important. niveau Le des reste, enquêtes, tu as raison, même au niveau des enquêtes, on rappelle qu'il y a eu un premier accord qui a été signé par à l'époque procureur de la Floride, qui était d'Acosta, qui est devenu après il était ministre du Travail, je crois, lors du premier mandat de Donald Trump. Cet accord avait permis d'avoir un renoncement, en tout cas des attaques sur Epstein, et Epstein avait fait, je crois, moins d'une année de prison. Et oui, encore, dans son année de prison, si je dis pas de bêtises, il avait droit de sortir, je crois, 5 ou 6 jours par semaine pour aller à son travail. Et il rentrait, alors quand même, heureusement, il rentrait le soir en prison pour dormir. Tu te rends compte quand même, tout va bien. Par contre, dans son oui, bureau, il oui. pouvait faire ce qu'il veut. Et certaines personnes ont indiqué avoir été on peut dire violé, hein, on peut dire ça globalement, dans le bureau alors qu'il était en sortie autorisée. Bref, donc effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui restent quand même en suspens dans cette affaire Epstein. Affaire Epstein, on va passer à autre chose, Conseil de la paix. Tu voulais nous parler un petit peu du Conseil de la paix. Oui, rapidement, ce Conseil de la paix, on m'a envoyé les articles, donc j'ai regardé un peu les articles, et franchement, ça fait sourire quand même. Enfin, ça fait sourire. C'est c'est vraiment une sacrée manipulation. En fait, ce Conseil de la paix, créé par Donald Trump, ne va Mm. servir uniquement les intérêts des États-Unis, déjà de Donald Trump en premier, et des États-Unis, évidemment, en deuxième. Enfin, on amalgame le tout. En fait, ce Conseil de la paix ne sert qu'aux États-Unis. C'est simple. Bah, il rapporte de D'ailleurs, les l'argent déjà. États, il y a un article qui expose le fait que de toute façon, seuls les États membres, donc ceux qui auront capté quand même Un c'est milliard. combien? 1 milliard, je crois, c'est 1 milliard de dollars. Ils auront le droit d'émettre une opinion, Oui. mais en fait, seuls les États membres en réunion dans ce Conseil de la paix pour statuer de la paix ou de la guerre, effectivement, seuls les États membres qui auront payé auront le droit, effectivement, d'émettre une opinion. Ça veut dire que tous les États qui n'auront pas voulu adhérer, donc payer 1 milliard de dollars, n'auront pas le droit de citer. Ça veut dire que s'il y a une guerre, Et, tant pis pour eux. Voilà. et un seul pays aura droit de veto. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et tu te dis, mais c'est quoi cette Pas besoin de bouffonnerie? préciser qui est ce fameux pays d'ailleurs. Bah, devine. Mais c'est vraiment une immense bouffonnerie. Et moi, ce qui On est m'étonne, d'accord. c'est qu'il y a beaucoup de pays, dont des pays arabes, qui se sont engouffrés là-dedans en disant oui, oui, on paye. Je sais pas, mais Ils à un s'en foutent, moment un donné. milliard, c'est accessoire pour eux. Oui, Je mais pense que enfin, je sais pas, c'est à une, un moment donné, tu réfléchis un peu, tu te dis, attends, non, mais c'est une bonne volonté diplomatique. Je pense ils ont payé pour faire plaisir. oui, eh ben, Alors, Marc Rubio, justement, puisqu'on parle de diplomatie, qui écoute, admet qu'Israël a obligé les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. bah oui, il l'a dit. Il l'a dit, je crois que c'était devant The Guardian d'ailleurs, une interview réalisée par The Guardian, et il a admis, il a admis finalement que les États-Unis étaient en guerre, voilà, grâce ou à cause d'Israël. C'est très intéressant quand même. Pour que Marco Rubio l'admette, c'est Mm. très intéressant, j'ai trouvé. Et alors, dans la foulée, il y a une autre petite nouvelle intéressante aussi. Donc, l'héritier de Benjamin Netanyahou, Yair Voilà. Netanyahou, lui, en revanche, pendant que les réservistes enchaînent les deuxième, troisième, quatrième, et les soldats aussi de Tsahal, ils enchaînent sans arrêt une nouvelle année, des nouvelles années, etc. sur le front pour aller garroyer. Lui, il se la coule douce en Floride, tranquillou, tranquillou, dans un palace, tranquille, voilà. Et Mm. ça choque, apparemment, ça choque personne. Bon, écoute, Écoute. moi je trouve ça quand même très très intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut préserver l'héritier. Sait-on jamais. C'est vrai. Tu sais qu'en Ukraine, on avait le bataillon Monaco.
Bataillon Monaco, c'était tous les enfants des personnes riches et influentes d'Ukraine qui étaient partis, qui avaient curieusement pris des vacances à Monaco, d'où le nom du bataillon, et qui faisaient les malins à faire la fête, à faire des vidéos TikTok ou je sais Ouais, pas quoi, je me en rappelle de particulier, ça. et dont effectivement la population ukrainienne disait bah, c'est curieux, eux ne sont pas appelés sur le front. Voilà, donc c'était le fameux bataillon Monaco qui était meilleur à l'ouverture de bouteilles de champagne, visiblement, euh, qu'aller défendre leur nation. Bon, bref. Donc là, c'est à peu près le même concept, quoi. Voilà. C'est le même Yair concept. Netanyahou, C'est le même concept. il ira pas au sol en Iran. C'est ce que tu es en train de nous Non, dire. non, il ira pas dans le sud Liban non plus. Non, bah non, 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 non. C'est curieux, ça. Voilà. Et Ouais. il se prendra pas non plus un missile iranien en restant à Tel Aviv puisqu'il n'y est pas. En revanche, son Mm. frère, le frère de Netanyahou, j'ai vu ça passer, lui, il n'est pas parti. Apparemment, il est mort avec sa famille. Il y a un missile iranien qui est tombé sur sa résidence à Tel Aviv. Apparemment, il n'a pas survécu. Eh oui, Eh eh bien, oui. on donnera l'information. On va passer maintenant à une autre actualité. Alors, tu voulais nous parler de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est déjà, pour pouvoir préciser ce Alors qu'est la cette maladie, maladie? Des documents également américains donc, ont été déclassifiés à ce ouais, sujet. Et il ouais. s'avère que finalement, le professeur Perron avait finalement raison. Alors, est-ce que tu peux nous Eh raconter un petit peu oui, ça? oui, oui, oui. Ben moi, le professeur Perron, je le connais, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. C'est un monsieur charmant et très érudit, et il connaît vraiment son métier. Et ça fait 20 ans. Il a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, ou deux livres, je ne sais plus, mais il en a écrit au moins un sur le fait que les tiques, puisque la maladie de Lyme, c'est quoi en fait? En fait, c'est quand un tic vous mord, reste dans la peau et injecte un poison. Et ça peut engendrer un empoisonnement du sang qui a du mal à se guérir. Bon, ça, c'est connu depuis 40 ou 50 ans. Moi, je connais ça depuis au moins 40 ou 50 ans. Mmh. Sauf que des tiques, il y a 40 ans en arrière, se choper un tic et développer ensuite la maladie de Lyme, c'est excessivement rare. Or, Mmh. depuis une vingtaine d'années, bah, c'est devenu courant. Ça veut dire qu'on entend de plus en plus de gens qui n'ont pas vu, qui s'étaient fait choper un tic et qu'après, ils ont développé donc cette fameuse maladie de Lyme qui est un affaiblissement effectivement généralisé puisque c'est un empoisonnement du sang. Le professeur Perron a été le premier à dénoncer cela en disant attention, ce sont des tiques qui ont été bidouillés, qui ont été trafiqués dans des laboratoires de haute technologie, des laboratoires de sécurité confidentielle. Évidemment, le professeur Perron s'est fait traiter de complotiste. Mmh. Ça t'étonne pas, Alexis, hein, je pense que mamie internaute, ça va pas vous étonner non plus. Il suffit d'avancer euh, ce genre de thèse étayée en plus, hein, pour que, évidemment, toute une bonne majorité de gens et les médias mainstream vous traitent de complotiste. Il n'empêche qu'il avait raison, puisque le média François vient de faire toute une enquête, enfin, tout un article là-dessus, il vient d'écrire tout un article, parce que François s'est procuré des documents déclassifiés US, et comme quoi, effectivement, les tiques ont été transformés en tiques tueurs dans des laboratoires secrets américains, dont un qui se trouve à Plum Island. Et il y a eu quand même un lâcher à un moment donné de tiques radioactifs, de plus de 280 000 tiques radioactifs dans la nature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se fait mordre par un tic et que le tic reste dans le corps, il faut effectivement agir vite parce que malheureusement, ces tics ont été transformés Mmh. et ont été destinés à tuer. Voilà. Et ça fait partie des programmes que la CIA a mis en place entre 1949 de mémoire et ou 1943 plutôt, jusqu'en 1969. La CIA, bon, la CIA continue, hein, mais je veux dire, ça a été vraiment à cette période-là que tout un tas de programmes comme ça ont été mis au point. Donc, le Mmh. professeur Perron, merci professeur, eh bien, vous avez raison. Voilà.
Ah, bon, on va parler d'autres documents déclassifiés. Pour finir cette émission, on va parler du continent qui va être the place to be très vite. C'est l'Antarctique. Alors donc des documents déclassifiés du KGB et donc du FSB plus récent ont abordé la question de ce continent et puis des convoitises des grandes puissances. Qu'en est-il, Claude? Alors, toujours pareil, je disais en début de cette émission, j'ai reçu le dernier numéro de Morpheus, donc qui est un journal très intéressant, édité par Frédéric Morin. Et il a fait une grande enquête sur l'Antarctique. Et sur l'Antarctique, c'est assez étonnant parce que tout d'un coup, ça m'a remis en mémoire certaines choses. Et il faut dire que, alors, pour faire court, il y a eu en décembre 58 à Washington les 12 pays en fait qui avaient mené des missions scientifiques en Antarctique, dont la France d'ailleurs avait, avait signé un traité stipulant que l'Antarctique devait être un continent préservé. C'est-à-dire qu'interdiction à quiconque d'y toucher, d'aller forer, d'aller exploiter quoi que ce soit là-bas. Alors que ce continent est très riche en minerais, terres rares, etc., etc., parce que sous la glace, il y a de la terre et qu'il y a beaucoup de richesses. Mais en tout cas, ce continent, puisque c'en est un, est préservé. Mais préservé jusqu'en 2048. Alors vous allez me dire, 2048, c'est encore loin. Oui, c'est à la fois loin et pas si loin que ça, puisque de toute façon, les Allemands d'ailleurs, à l'époque du Troisième Reich, s'étaient beaucoup intéressés à l'Antarctique. Alors je vais vous passer un peu tout, toute l'histoire parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais là nous n'avons quand même pas trop le temps. En revanche, ce qui est intéressant quand même, c'est que beaucoup de puissances aujourd'hui s'intéressent de nouveau à l'Antarctique, sont en train de préparer le terrain, puisque à l'issue à la fin de l'expiration de ce traité, et peut-être même avant, on ne sait jamais, parce que Donald Trump ou un autre pourrait tout d'un coup décider dans un accès de colonialisme aigu, d'un coup de s'intéresser encore plus vite à l'Antarctique. Mais bon, ça, affaire à suivre. En tout cas, il y a deux choses intéressantes qui m'ont attiré l'œil aussi, c'est qu'il y a une île en Antarctique, enfin il y a plein d'îles, hein. Il y a le continent, puis il y a plein d'îles autour, et il y a une île qui s'appelle l'île Rothschild. Oh bah oui, eh ben oui, c'est quand même assez intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du nom, parce qu'avant c'était l'île Rothschild par le nom de code base spéciale du réseau, d'après Wikileaks. Alors c'est Wikileaks, pardon, qui avait effectivement lâché le morceau. Et ça a été répertorié par la CIA. Alors, cette île a été baptisée l'île Rothschild. Il y a quand même une piste d'atterrissage qui a été construite, quand même, sur cette île. Alors, une piste d'atterrissage pour faire atterrir, donc évidemment, des avions, mais pas des petits, des gros porteurs. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des hangars, il y a une caverne de garde, il y a des gardiens, c'est gardé, il y a des bâtiments administratifs, des terminaux de carburant, etc., etc. Donc tout d'un coup, on peut se poser des questions. L'île Rothschild, avec tout un complexe euh, intéressant. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a une base ukrainienne, alors ça c'est quand même assez incroyable, qui s'appelle l'Académique Vernadsky et qui est en Antarctique. Alors ça, vous allez me dire, incroyable mais vrai. Eh ben oui, c'est vrai. C'est une ancienne base britannique qui s'appelle Faraday, qui est située sur l'île Galindaise, a été cédée à l'Ukraine en février 1996. Donc, il y a une île en Antarctique aussi qui est donc une base ukrainienne. Mm. Décidément, l'Ukraine, on la retrouve aussi partout. Et ça, c'était quand même assez intéressant à citer quand même. Voilà, donc il y a toute une enquête. Ça entraîne, c'est vrai. On a l'impression d'être dans un roman d'espionnage. Ça C'est entraîne fou, hein? plein de questions et de petits secrets qu'on aimerait découvrir. Extrêmement passionnant. Bon, en tout cas, Claude, une revue de presse extrêmement intéressante, comme toujours. Tu nous déniches des petites perles à chaque fois. Alors, J'essaye, voilà. écoute, voilà. Donc, on prend beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on se retrouve. Je serai en direct de Moscou. Tu seras en direct de France. On verra cette fois qui a la meilleure connexion. Ce soir, c'était les Émirats. C'était les Émirats qui gagnaient. En tout cas, chers amis auditeurs, bonne semaine à vous.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter tous nos programmes, bien entendu en activant la petite cloche. Vous avez les notifications, vous le voyez, c'est juste au-dessus de moi. Vous pouvez vous abonner, bien entendu, à la chaîne et PACA Divergence Politique. Abonnez-vous à toutes les chaînes, que ce soit Égalité et Réconciliation, que ce soit GPTV, que ce soit TV Liberté, que ce soit, je ne sais pas moi, celle de Sylvain Ferreira, que ce soit la chaîne de Caroline Galacteros, Alexis Poulain, voilà, toutes les chaînes que vous aimez suivre, abonnez-vous. C'est important parce que c'est notre seul moyen de résister. Nous sommes des résistants. Nous n'avons aucun don d'État, aucun soutien et que des bâtons dans les roues. Les seuls soutiens, la seule aide que l'on ait, c'est vous, chers auditeurs. Donc voilà. Faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et puis ben, voilà, suivez-nous sur Divergence Politique avec Claude Janvier, avec Fabrice Orlin, Nicolas Mirkovic qui est bientôt de retour, Xavier Moreau bien entendu, Alain Soral qu'on va retrouver très vite. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Claude, je te remercie mille fois. Merci à toi. Et très bonne semaine. Amis internautes, merci à vous. Et n'oubliez pas, diffusez, il a raison Alexis de le préciser, je vais en rajouter une petite couche, diffusez ces émissions, nos émissions, les émissions en général. N'hésitez pas, il n'y a que comme ça que les véritables informations peuvent circuler. Alexis, un énorme merci. Bon fin de séjour à Abu Dhabi. Et écoute, si je réussis à récupérer un avion, je pense que ce sera enfin fini. Voilà. Allez, à très vite et à très vite sur Divergence Politique.